aurait voulu que ce jour soit un jour de fête, c'est plutôt un jour de deuil. Mais toutes les atteintes à la liberté de parler, d'écrire, de dessiner rendent plus que jamais nécessaire de porter, de défendre, de continuer le combat de Simone de Beauvoir pour la liberté. Donc avant qu'on commence la remise du prix proprement dite, je voudrais passer la parole à Annette Lévy-Villard qui va dire 2 mots des artistes qu'on a tués. Journaliste à Libération, j'ai cohabité avec toute l'équipe de Charlie Hebdo pendant quelques mois, quand on leur a offert l'asile politique, après que leur immeuble est brûlé, à la suite déjà d'une première attaque. C'était en novembre 2011, ils avaient publié de nouvelles caricatures sur le prophète Mahomet. La semaine suivante, ils ont publié, après avoir perdu leur immeuble, un numéro spécial qui s'appelait Charia Hebdo. Sans commentaire. Ils étaient menacés depuis 2006, depuis qu'ils avaient publié les caricatures danoises. Ils étaient sous protection policière, mais on ne sentait pas d'inquiétude. J'ai donc passé ces quelques mois à côté de ce groupe humain extraordinaire qui ne cessait de rire, de boire, beaucoup, de manger et surtout de dessiner. Des potaches, vieux ados, qui entre 2 blagues créent ces dessins drôles, provocateurs, courageux, militants contre la bêtise, contre l'obscurantisme, contre le racisme. Et sympathiques, très sympathiques, ils croyaient en une religion, l'humour. On connaissait les menaces, mais ni eux ni nous ne pouvions imaginer que les islamistes iraient au-delà d'un cocktail Molotov balancé sur un immeuble et qu'ils passeraient à l'exécution des dessinateurs à la mitraillette. Rires et sourires, leur seule arme, c'était le crayon, la création. C'est vrai que nous, au jury du prix Simone de Beauvoir, on n'a jamais pensé donner le prix pour la liberté des femmes à cette équipe très masculine et grillarde de Charlie Hebdo. Mais on peut quand même se souvenir de Beauvoir et de Sartre vendant dans la rue la cause du peuple en 1970, qui était alors interdite, comme soutien justement à la presse libre. On se souvient aussi d'une photo de Sartre et de Beauvoir embarqués dans un panier à salade avec les journaux. Donc je pense que ça n'est pas très loin de ce qu'ils auraient fait aujourd'hui. Alors se battre pour la liberté, c'est se battre pour la liberté de tous. Et cette équipe de Charlie Hebdo réalisait avec un talent inouï des dessins qui touchaient directement les Français, qui ont grandi génération après génération depuis 68 avec les dessins de Cabu, Wolinski et tous les autres. C'était nos artistes contemporains, artistes assassinés, dont on pourrait proposer aujourd'hui de leur donner symboliquement un prix collectif Simone de Beauvoir pour la liberté, pour notre liberté. Donc nous savons tous que le combat des femmes pour leur liberté et pour la reconnaissance de ce qu'elles font n'est pas terminé, nulle part. Même si dans de nombreux pays, la situation est beaucoup plus dramatique qu'en Europe ou aux États-Unis. Mais on croit parfois que dans les domaines culturels et artistiques, la question est résolue, que la place des femmes est acquise, que leurs créations sont reconnues à l'égal de celles des hommes. En fait, il n'en est rien. Vous savez qu'il a fallu longtemps pour qu'on découvre vraiment l'œuvre de Camille Claudel. Sonia Delaunay, à laquelle on rend hommage ici, dans ce musée, a longtemps été constamment associée à son mari Robert Delaunay. Et d'ailleurs, il suffit de consulter sa notice Wikipédia pour y lire encore ceci. Toujours associée à son mari Robert dans la peinture, la mode ou dans des aventures monumentales comme la fresque destinée au Palais des Chemins de Fer pour l'exposition internationale de 1937, elle est souvent exposée avec son mari au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, auquel elle a fait plusieurs donations. Ici, elle est exposée seule. Récemment, la cinéaste Agnès Varda, qui, en recevant un prix britannique, rappelait qu'elle connaissait de nombreuses excellentes réalisatrices à travers le monde qui n'étaient toujours pas vraiment reconnues et ne recevaient pas de grand prix. Combien de palmes d'or à Cannes pour les femmes? C'est pourquoi le prix Simone de Beauvoir a choisi de distinguer cette année le seul musée au monde consacré exclusivement à la production artistique des femmes, le National Museum of Women in the Arts de Washington. Tout a commencé dans ce musée en 1981,
à l'initiative de Wilhelmina Cole Holloway. Et le musée a ouvert ses portes en 1987 et il est désormais présidé par Suzanne Fisher-Sterling, qui est ici, qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui pour recevoir le prix. Il a aussi une branche française qui est animée par Tara Whitbeck et qui organise de nombreux événements. Outre sa collection permanente, qui est très riche, 4500 œuvres de plus de 1000 artistes, dont des françaises, parmi lesquelles Elisabeth Vigée-Lebrun, Rosa Bonheur, Camille Claudel, dont j'ai parlé tout à l'heure, et justement Sonia Delaunay, ce qui nous a donné envie de remettre le prix au Musée d'Art moderne de la ville de Paris au cœur de son exposition. Et c'est cette présence de Sonia Delaunay au musée, et aussi le fait que ce musée est extrêmement, comment dire, vivant. Il organise de nombreuses expositions temporaires. En 2015, je crois qu'il va y avoir Vanessa Bell, la sœur de Virginia Woolf, et aussi des jeunes créatrices contemporaines. Et puis, si vous ne pouvez pas aller à Washington demain matin, je vous invite à visiter le site du musée, qui est très très bien fait et qui montre toute la variété de ce qu'il propose, les films, les concerts, les expositions, les conférences. Donc l'an dernier, le prix Simone de Beauvoir avait voulu honorer un grand professeur, Michel Perrault, qui nous fait l'amitié d'être ici, merci vraiment, et qui a poursuivi le combat intellectuel de Simone de Beauvoir. Et cette année, nous avons voulu remercier le National Museum of Women in the Arts pour son combat pour la défense de la création des femmes. Donc merci beaucoup et je vous invite à Christine Clérici à venir nous voir. C'est maintenant la deuxième année que j'ai l'honneur de présider ce prix Simone de Beauvoir, mais c'est la 6e année que l'Université Paris Diderot est impliquée et soutient ce prix. Ce prix, comme l'a rappelé Josiane, a soutenu beaucoup de femmes écrivaines, bien sûr à une enseignante chercheuse de Paris Diderot, et je suis très fière que Michel Perrault soit présente aujourd'hui. Et puis on a également discerné ce prix à de nombreuses militantes qui, à travers le monde, luttent pour le droit des femmes au risque de leur vie, et je pense que l'occasion aujourd'hui est tout à fait importante à rappeler. Alors, on pourrait dire pourquoi le choix du jury s'est-il porté sur le National Museum of Women in the Arts, qui est donc un musée privé, comme l'a rappelé Josiane, nord-américain, qui a été fondé en 1980, qui a ouvert ses portes en 1987. Et c'est parce qu'il s'agit du seul musée au monde dédié à la production artistique féminine, où sont exposées des collections permanentes, et à la fois avec des peintres de l'ensemble du monde entier, notamment des peintres français et Sonia Delaunay, entre autres. Et si certains lauréats du prix antérieur pouvaient être considérés comme des choix naturels au regard de leur combat et du contexte dans lequel elles le mènent, le choix effectué cette année par le jury peut paraître un petit peu curieux. Pourquoi choisir de récompenser un prestigieux musée situé dans un pays où l'égalité entre les femmes et les hommes est acquise depuis des décennies? Et puis, si l'on se penche sur la question de la place des femmes dans l'art, on pourrait, à première vue, penser qu'elles y sont très bien représentées. Voire surreprésentées, il suffit d'arpenter les salles de nos musées pour voir et admirer différentes œuvres représentant des femmes, en déesses, en saintes, en pécheresses. Mais parce qu'il y a toujours un « mais » quand il est question des femmes et de la place qu'on leur accorde dans la société, si les femmes sont représentées dans les œuvres, elles le sont encore trop peu à être représentées comme auteurs de ces œuvres. Vous l'avez bien compris, je m'interroge ici sur la place des femmes artistes dans nos musées et nos galeries d'art. Et on pourrait penser que la peinture, l'écriture, l'art en général, sont des lieux de vie où les artistes sont libérés des contraintes de sexe. Mais à regarder la place réservée aujourd'hui aux femmes dans les musées, dans notre culture, nous savons qu'il n'en est rien. Comme je suis une universitaire et une chercheuse, je vais m'appuyer sur certaines statistiques pour préciser cette place des femmes dans l'art et la culture. Et en 2013 a été remis un rapport au Sénat qui avait été commandité par la délégation aux droits des femmes, et le constat est tout à fait alarmant. Dans ce rapport, on apprend par exemple qu'en France, 84% des théâtres cofinancés par l'État sont dirigés par des hommes. 94% des orchestres sont dirigés par des hommes, et 86% des établissements d'enseignement artistique sont dirigés également par des hommes. Dans le même rapport, on observe que parmi les acquisitions des fonds régionaux d'art contemporain,
pour les années 2011 et 2012, la part des femmes artistes est inférieure à 30%. On pourrait être tenté d'expliquer ces chiffres par un manque de vivier féminin dans le domaine de la culture, mais les chiffres, encore, démontrent le contraire. Depuis les années 2000, 60% des artistes diplômés des écoles des beaux-arts en France sont des filles. Ces données se vérifient également à l'université où les disciplines artistiques sont très largement féminisées. Ces statistiques font l'état d'une véritable discrimination à l'égard des femmes dans le monde de l'art et de la culture en général. Et juste pour citer un témoignage de femmes artistes, c'est le témoignage de Lily Reynaud-Dewart. Elle dit elle-même « Le fait d'être une femme ne fait pas de moi une victime. Il ne m'inscrit pas automatiquement dans la catégorie dominée. Par contre, je sais que les réflexes d'appréciation des œuvres d'art sont parfois adossés à un concept soi-disant neutre et qu'ils s'inscrivent dans une histoire largement masculine. » Un jugement que confirme un de nos enseignants-chercheurs qui est sociologue et spécialiste de la question du genre, selon laquelle on approche toujours l'œuvre un peu différemment lorsqu'on sait qu'il s'agit d'une femme. Autrement dit, le sexe de l'art n'est pas seulement inscrit dans sa production, mais aussi dans sa réception. Les données statistiques et sociologiques que je viens de partager avec vous nous rappellent aujourd'hui que l'on appelle le plafond de verre est dans le monde de l'art aussi incassable que celui dans les autres domaines. Car l'art n'est pas préservé des problématiques sociales et ne fait surtout pas figure d'exception quand il s'agit de la question des femmes et de la place qui lui est accordée. Donc merci au prix Simone de Beauvoir et au jury qui, en choisissant de distinguer cette année le seul musée au monde dédié à la production artistique des femmes, nous rappellent que les discriminations fondées sur le sexe ne sont pas l'apanage des pays en voie de développement. Car si l'égalité des droits est acquise pour les femmes occidentales, depuis, je pense, de nombreuses années, l'égalité réelle et effective n'est pas encore d'actualité. Merci au National Museum of Women in the Arts qui, en se consacrant à la production des femmes, mène un combat pour leur complète reconnaissance. Pour conclure, je dirais tout de même quelques mots sur l'Université Paris Diderot, qui est engagée depuis de nombreuses années dans la question de l'égalité femmes-hommes à travers un service dédié à l'égalité, le pôle égalité femmes-hommes. Et si l'Université Paris Diderot est engagée dans la défense de l'égalité et soutient le prix Simone de Beauvoir, c'est parce que nous sommes convaincus que l'université est un lieu majeur où l'égalité entre les hommes et les femmes se joue. L'université est un lieu incontournable de l'innovation sociale et tout particulièrement dans le droit des femmes, qu'il s'agisse des recherches sur le genre qui nous permettent de mieux comprendre le mécanisme des inégalités et leur reproduction ou dans la formation des étudiants et des étudiantes. Car comme je le disais lorsque j'évoquais Malala Yousafzai, l'éducation est à mon sens l'arme la plus efficace. Merci à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup et merci encore à l'Université Paris Diderot pour son soutien constant au prix Simone de Beauvoir. Madame Antalino, donc directrice générale de l'Institut français, qui nous soutient aussi beaucoup. Merci. La remise du prix Simone de Beauvoir, qui, dans l'esprit de Simone de Beauvoir, contribue à promouvoir la liberté des femmes dans le monde, prend évidemment un relief très particulier 48 heures après l'attentat terroriste au siège de Charlie Hebdo. Cet odieux attentat ne fait que renforcer notre volonté à tous à contribuer à cette liberté d'expression. Par son histoire et sa renommée, le prix Simone de Beauvoir s'inscrit évidemment dans ce combat. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de pouvoir assister, au nom de l'Institut français, à la 8e édition du prix Simone de Beauvoir, qui récompense pour la première fois une institution, le National Museum of Women in the Art de Washington. Avant d'exprimer encore plus toute mon estime à ce musée, je souhaite remercier l'Université de Paris Diderot et la mairie de Paris et bien sûr le musée d'art moderne de la ville de Paris qui nous accueille aujourd'hui. Je suis heureuse de pouvoir témoigner aujourd'hui de l'attachement de l'Institut français à ce prix. Nous l'avons soutenu pendant plusieurs années et vous pouvez compter sur nous pour en assurer cette année encore la promotion auprès du réseau culturel français dans le monde. L'impressionnante collection de votre musée, 4500 œuvres d'art et plus de 1000 femmes artistes représentées, témoigne magnifiquement de votre engagement.
Ainsi, de grands talents comme Meret Oppenheim, Frida Kahlo ou encore Elisabeth Vigée-Lebrun figurent au rang des artistes exposés dans votre musée. L'une de vos dernières initiatives, le projet New York Avenue Sculpture, qui voit depuis 2010 les œuvres de grandes artistes comme Niki Tsinfal ou Magdalena Abramović exposées hors les murs dans des lieux insolites de Washington, montre toute l'étendue de votre savoir-faire dans la diffusion de la création féminine. Mais vous ne vous contentez pas d'exposer la production artistique des femmes, vous l'enseignez. Vous sensibilisez le grand public grâce à vos précieux ateliers, conférences et débats publics afin de faire évoluer les mentalités et de remettre en question les préjugés. Dans un monde marqué par les injustices de toutes sortes, où les femmes artistes sont constamment menacées du fait de cette double condition, ce musée est une ode dédiée à leur courage. Vous défendez des valeurs chères à ce jury et qui sont particulièrement mises en relief dans les circonstances que nous connaissons. Pour ces raisons, je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui et de pouvoir ainsi saluer, au nom de l'Institut français, votre démarche. Merci beaucoup. Alors, l'an dernier, j'avais demandé à Gérard Bonal, qui est membre du jury du prix Simone de Beauvoir, et qui le premier avait porté la candidature de Michel Perrault, de dire quelques mots. Cette année, c'est Sheila Malovany-Chevalier et Constance Borde qui, les premières, ont porté la candidature du musée. Donc, je leur ai demandé aussi de dire quelques mots. D'abord, Sheila. C'est un honneur et un plaisir de prendre la parole en votre présence en ce jour où nous remettons au National Museum of Women in the Arts le prix Simone de Beauvoir 2015. Membre du jury du prix avec Constance Borde, nous avons proposé la candidature du National Museum of Women in the Arts grâce aux activités des amis du National Museum, ici à Paris, sous la présidence de Tara Whitbeck, et nous sommes ravis du choix du jury. En quoi le prix Simone de Beauvoir est-il pertinent aujourd'hui? Il est d'abord un vibrant appel à la liberté qui seul permet la création. Donc, quelle est la raison d'être du prix Simone de Beauvoir? Tous s'accordent à penser que le livre le plus important du XXe siècle sur la condition féminine est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Moi, je n'ai pas besoin de vous dire l'influence qu'a eu ce grand livre et qu'il continue à avoir sur la vie des femmes et des hommes partout dans le monde. On connaît l'attachement de Simone de Beauvoir à l'absolue émancipation des femmes. Elle a compris bien avant tout le monde les mutations à venir et le mouvement actuel qui semble, et c'est tant mieux, irréversible. Comme vous tous, je souhaite que la femme artiste puisse conquérir la place qui lui revient dans tous les musées du monde, dans toutes les galeries. Et nous rendons hommage à Madame Wilhelmina Holiday, qui s'est révélée une ardente pionnière de cette grande et juste cause et que poursuit avec ardeur Madame Susan Fisher Sterling, l'actuelle présidente. Je vous remercie. Constance a choisi de parler en anglais, mais elle a fait une très jolie traduction de son texte que je... Parce que je vais suivre en anglais, et Susan Fisher aussi va parler en anglais après, on va vous passer les traductions, comme a dit Josiane. Does art have a gender identity? Women's work is still a lot cheaper than men's. Sexism in the art market continues to exist. Jeff Koons' Balloon Dog sold for $58.4 million last year, next to Louise Bourgeois' Spider that sold for $10.7 million. And George Baslitz can still say things like, "Women don't paint very well. It's a fact." The National Museum of Women in the Arts has led the way in resetting the clock for women, in righting the wrongs committed against them. It has brought to the public
and awareness of the great talent of women's creation. Simply put, that women over the centuries have had and have today as great a creative talent as their male counterparts. The museum puts women on center stage, gives women their due, and repairs the long history of shameful neglect. For this, they deserve to be recognized and honored by the Prix Simone de Beauvoir pour la Liberté des Femmes. And we thank Susan Fisher-Sterling for being here to personally accept the award. Bien, précisément, j'ai le grand plaisir d'accueillir Susan Fisher-Sterling. We recognize the significance of this award and deeply appreciate the jury's selection of Nimwa for its dedication to foregrounding women's free expression and filling the void in the recognition of women artists, past and present. The National Museum of Women in the Arts, NIMWA, NMWA, was founded with the singular mission to bring light to remarkable women of the past while also promoting the best women working today. The goal of this mission is to address the gender imbalance in the visual arts primarily, but also in literature and in the performing arts, thus assuring great women a place of honor now and into the future. Located in Washington, D.C., NIMWA is the only major museum in the world solely dedicated to recognizing women's creative achievements, as you've heard from several of us. We are guided by a vision that advocates for equity for women in the arts by shining a light on excellence. The museum connects great art and ideas by women to people around the world. It empowers women and girls through the inspirational example of the arts, and it raises our own museum's visibility and impact by spreading the word that NIMWA is about art by women for everyone. Through our collection, exhibitions, education, and public programs, we act as a goad or a prod. Sometimes I think of it as a cattle prod, working against the grain of traditional museums, which are, let's face it, still men's museums. And we work toward a greater recognition of women's historic achievements. We also focus on exhibiting contemporary art to help ensure that the illusions of the past will not be allowed to minimize the creative contributions of women artists in the future. Incorporated, as you've heard, in 1981, the National Museum of Women in the Arts opened to the public in 1987, exactly 1 year, almost to the day, after Simone de Beauvoir's death. I don't believe it's an exaggeration to say that it is thanks to the space created for women's creative projects by Simone de Beauvoir's writings that our museum exists today. While in her work From the Second Sex to the Ethics of Ambiguity, she certainly expressed skepticism about institutional frameworks that uphold the status quo. My hope is that she would approve of our project as the sole major institution dedicated to providing a platform for women's free expression, filling the void and recognizing women's artistic achievements, and correcting centuries of omissions of women from the history of art. And obviously today I applaud the work of Patrice and the Musée Moderne de la Ville de Paris for this wonderful Delaunay exhibition, which helps with that omission correction. Like Beauvoir, we stand against what she called the aesthetic attitude, recognizing instead the vital interplay between art and ethics. NIMWA's existence is also indebted to subsequent generations of philosophers, most important among them Julia Kristeva, Luce Irigaray, Hélène Cixous, and Bracha Ettlinger.
as well as scores of art and cultural historians, and several generations now of contemporary artists, art writers, critics, and curators whose projects stand at the intersection of the visual arts, feminist art theory, and philosophical aesthetics. Over the past 27 years, Nimwa has presented more than 250 exhibitions featuring over 2,000 women artists, an astonishing figure given what other museums show. Of these exhibitions, 188 of them are organized by the museum, and 20% featured women of color. That figure is unsurpassed in the United States, except for museums that are dedicated to particular racial or ethnic groups. As difference is concerned, we have the institutional capacity to see things anew in a generative sense, not seminal, but generative, through our collection, to rebalance or blend oppositions along a spectrum of themes rather than along a continuum. With over 4,500 objects dating from the Renaissance to the present day, we often shuttle between fitting women into the canon and then not really fitting them in. By looking at a body of work that is solely by women, we regularly segment it in ways that generate new correspondences and convergences. For example, we use the art in the museum's collection to both reify and challenge traditional chronologies and movements, to document differing views of feminism in modern and contemporary art, or to demonstrate how fine art and textile arts, often thought of as women's work, have been merged so completely in today's art world, thanks mostly to women, that the medium of textiles is no longer stigmatized as carrying an inferior artistic message. Standing outside the boundaries of what museums traditionally do, we see this new program as a means of advancing the arts in their capacity to offer ideas, methodologies, and hopefully solutions to some of society's most pressing issues, particularly those affecting women and girls. As we embark upon this new path, we once again see ourselves following existential ideas set forth by Simone de Beauvoir. To move women's creativity out into the public sphere, to recognize women's power as active agents in the world, and to foreground our engagement in projects that create freedom for women and for all. Once again, on behalf of the board, staff, and supporters of the National Museum of Women in the Arts, thank you all very much for the 2015 Simone de Beauvoir Prize for Women's Freedom. Merci beaucoup. Et maintenant, je demande à la présidente d'honneur du prix, sans qui ce prix n'existerait pas, Sylvie Lebon de Beauvoir, de remettre et de ne pas tourner le dos à la caméra, s'il vous plaît, de remettre le prix. Je suis très heureuse, chère Suzanne Stirling, de remettre à votre musée le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 2015.